Bonsoir, 19h17 à Dakar. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question que beaucoup de gens se posent depuis quelques jours. Question étrange. Parce que dans un État moderne, bien organisé, cette question, je ne dirais pas ne se pose pas, mais euh, elle a des réponses dans l'immédiat, comme elle a aussi des réponses dans le moyen et le long terme. Parce que là, on est au cœur d'un problème de système organisationnel, de système managérial. Et je l'ai appelé un peu une question qui n'aurait pas dû se poser et qui n'aurait pas dû être posée, surtout de la part d'un grand responsable. Et pour au moins les six raisons suivantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, surtout dans les pays francophones. On fait mal la différence entre les audits d'une part, les investigations et la détection des fraudes, des abus, des gaspillages et la lutte contre la corruption, deuxième aspect, et ensuite avec un troisième aspect qui est l'évaluation des politiques publiques. Donc c'est une première réponse, c'est pour un pays d'avoir un système très clair sur ces questions. Une deuxième réponse, c'est de dire, bon, écoutez, pour y voir clair, on va auditer. Bon, très souvent, dans nos pays, on y reviendra tout à l'heure. Le mot est devenu à la mode. Auditer, auditer, auditer. Je suis pas sûr, qu'on comprenne tout à fait ce que cela signifie. Un troisième levier, c'est de dire, bon, écoutez, on va y voir clair. On va investiguer les fraudes, les abus, les gaspillages et la corruption. On va montrer pourquoi tout ça se tient, mais n'est pas forcément la même chose. Un quatrième levier, une quatrième méthode, c'est de dire, bon, on va évaluer une intervention publique, qui est le financement des fonds pour des inondations, par exemple, dans le cas présent, qui a soulevé cette question plutôt. Et alors que, manifestement, c'est une dimension négligée pour des tas de raisons, pour la grande confusion, à cause de la grande confusion qui existe entre audit, évaluation, et investigation, etc., entre autres raisons. Et logiquement, on peut dire, écoutez, mais le problème ne doit pas se poser. Nous sommes dans un État moderne, il y a forcément un système de suivi, évaluation permanent, en temps réel, avec l'informatique et tout, au jour le jour, et on a les indicateurs, on a les graphes, on a les rapports journaliers, hebdomadaires, etc. On va y revenir. Et finalement aussi, la question n'aurait pas pu se poser si le leadership est là. Parce que finalement, comme nous voulons le montrer, tout est question de leadership, tout est question de transformation. Il faut toute une transformation. Nous allons prendre le premier aspect, une vision claire de ce que certains spécialistes appellent la gouvernance de contrôle. Et par exemple, une vision claire au niveau d'un État et de la différence, des synergies qui existent entre les audits, les investigations, détection des fraudes, des abus et des gaspillages et les évaluations. Donc ces trois pôles-là. Et évidemment, on peut douter. Est-ce que cette vision claire existe? Et est-ce qu'il y a une réflexion de très haut niveau sur cette question? Comment aujourd'hui formaliser cette gouvernance de contrôle de telle sorte qu'il y ait une politique publique de contrôle cohérente, efficace, qui aurait permis en temps réel, à la limite, ou en tout cas à temps de répondre à cette question-là, que tout le monde se pose, où sont passés les 750 milliards. On nous dit que c'est un peu plus que ça, bon, mais on arrondit à 750. Et en fait, il y a un mélange qui est loin d'être clair, et là, il y a un problème de réforme qu'il faut faire. Et la vision n'est pas encore très claire, surtout dans les pays francophones, qui sont en fait qui héritent de la notion de management, des concepts anglo-saxons qui parfois ont été très mal traduits, très mal formalisés par des soi-disant experts. Il y en a de tout bord. Mais c'est ça. Donc, premier constat, quand la vision et la démarche ne sont pas claires, les résultats sont incertains ou très peu obtus. Je répète encore, quand la vision et la démarche ne sont pas claires, les résultats sont incertains ou très peu obtus. Avoir une vision claire, savoir où l'on va, comment y aller, quand, c'est un préalable à toute chose.
Deuxièmement, on aurait pu dire, écoutez, on a confié de l'argent à des gens, à des responsables, on gère. On gère en temps réel, mais aussi on audite régulièrement. Par exemple, par trimestre, chaque fin d'année, etc. Il y a des pays où des fonds de cette nature font au moins l'objet d'un audit, deux types d'audits. Les audits de performance en fin d'année et les audits financiers. C'est le minimum, à temps réel, etc. À la limite, quand des fonds sont aussi importants, il faut attacher au management de ces ressources un auditeur, un investigateur, etc. Et dont le rôle est de faire rapport, comme on l'aurait fait pour n'importe quel service public. Donc, une deuxième solution, au-delà de cette cohérence de vision stratégique dont on a parlé tout à l'heure, c'est que des fonds de cette nature doivent être audités. Je ne dirais pas en temps réel, mais dans des délais très proches. Et il doit y avoir à la limite une unité d'audit interne. Et évidemment, il faut aussi comprendre ce que c'est que l'audit. Il y a la grande confusion au niveau du public. Aujourd'hui, vous prenez par exemple au Sénégal, tout le monde pense savoir ce que c'est audit. Et on va dire, oui, ce gars, il faut l'auditer, etc. Bon, oui. Mais ça signifie pas forcément ce que les gens veulent dire. Ils lui disent un terme, ils lui donnent un sens qu'il n'a pas. Parce que auditer finalement, c'est pour améliorer le management, la gouvernance et le système de surveillance. C'est les trois pôles de l'audit. Par exemple, on va voir, est-ce que ces gens à qui on a confié des responsabilités sont efficaces? C'est l'efficacité. Est-ce qu'ils font des performances? Par exemple, est-ce que l'objectif qu'on leur a assigné, c'est ça qu'ils ont réellement atteint? Mais si vous voulez faire cela, ça signifie que cet organisme-là, il y a un vrai système de gestion des performances à l'intérieur. Or, on ne peut pas avoir un système de gestion des performances s'il n'y a pas une planification stratégique en amont. On est au cœur de la réforme de l'État. On se dit moderne, mais on n'a pas ces outils. Deuxièmement, il ne suffit pas de dire je vais atteindre des objectifs. Il faut avoir des capacités de formaliser le management des risques, de sorte à faire face à tout ce qui peut empêcher l'atteinte des risques, ce qu'on appelle management des risques. On ne va pas rentrer ici dans des développements sur le management des risques. C'est parfois très compliqué, c'est très riche, très passionnant, et donc là, c'est tout au module. Hein. Bon, mais au moins retenez l'idée que normalement, avant d'auditer, il faut qu'en amont de ce qu'on va auditer, qu'il existe un système de gestion des performances, un système de planification stratégique et un management des risques, une gouvernance des risques. Comment voulez-vous avoir une gouvernance des risques quand les conseils d'administration, les nominations se font donner, comment, etc. Parce que la gouvernance, le premier palier de la gouvernance est incarné par des organismes qu'on appelle les conseils en général, ou les comités. C'est des conseils d'administration, c'est des comités de risque, etc. Tout un système à construire dans nos pays. Heureusement, en tant que consultant international, je me rends compte qu'il y a des pays qui comprennent, qui commencent à faire. La conformité, bon ça, il n'y a pas de problème, c'est classique, le respect des lois, des règlements. Mais il faut vous dire aussi que la conformité, c'est pas simplement le respect des lois et des règlements, c'est la conformité à ce qu'on appelle des bonnes pratiques, ce qui signifie une ouverture sur le monde et un benchmarking, etc. La maîtrise des contrôles internes, quand on parle de contrôle interne, c'est souvent pas simplement comment les juristes souvent ou les spécialistes des finances publiques le comprennent, c'est beaucoup plus que ça, c'est tout un environnement de contrôle. Je pense que c'est très intéressant l'environnement de contrôle. Il va falloir que je fasse une vidéo parce que je suis pas sûr qu'on comprenne cela. Et l'environnement de contrôle, c'est est-ce qu'il y a un système d'éthique, est-ce qu'il y a des leaders au sommet qui élèvent la voix et qui dit que non, nous sommes pour la transparence, l'éthique, etc. Est-ce que les nominations obéissent à des certains, etc. C'est tout un ensemble. Et donc, il faut que cela existe. Et l'audit a un sens. Et quand ces différents paliers existent. Mais auditer ce qui n'existe pas conformément à la définition de l'audit donnée par exemple par l'Institut des auditeurs internes. C'est un peu le paradoxe que nous vivons dans nos pays. Donc, comment auditer quelque chose qui n'existe pas? Quand, dans nos ministères, dans ces fonds, c'est pas seulement de l'argent, on doit les considérer comme des sortes d'agences, comme des sortes de services publics chargés de régler un problème, par exemple, les inondations et consorts. Et donc, s'il n'y a pas un système intégré de planification stratégique en amont, en appui de la gestion, s'il n'y a pas un système de mesure de la performance en temps réel, s'il n'y a pas un système de management des risques au moment où l'on fait les plans stratégiques, à supposer que le plan stratégique existe, et au jour le jour,
comment évaluer les risques, les identifier, les traiter, les mitiguer, comme on dit aujourd'hui. S'il n'y a pas une gouvernance organisationnelle, c'est-à-dire des comités de conseil de surveillance, etc., des conseils d'administration indépendants, et forts, compétents, et s'il n'y a pas de contrôle interne au sens des modèles COSO ou Saban-Oxley, Act ou des choses comme ça, s'il n'y a pas de système de conformité, croyez-moi, on n'en sortira pas, ça continuera. Et ça continuera. Et pourtant, depuis plusieurs décennies, on nous parle de modernisation de l'État. Alors que rien de tout cela n'existe encore. Comment sortir de l'ère des slogans? C'est le moment. Et c'est le moment, si on veut changer les choses, on peut. Il faut maintenant des élites politiques qui croient en ça, qui ont la capacité de s'entourer des gens qui vont aider à faire ça. Et parce que nous savons comment le faire. Ça, il existe de multiples exemples à travers le monde, etc. Et c'est vrai que la recherche est très pauvre chez nous et c'est dommage. Troisièmement, nous avons parlé d'avoir un système intégré d'audit, d'évaluation, de prévention, de lutte contre les fraudes, les abus, etc. Mais il faut que ça soit cohérent. Et maintenant, nous allons voir, après l'audit, l'autre composant. Investiguer les fraudes. Normalement, dans un système cohérent de management public, etc., et on planifie les risques. On les planifie chaque année, parfois même sur plusieurs années. Et il y a des modèles. Et pour cela, l'un des modèles les plus connus, c'est le modèle COSO. Il y a des grilles, il y a des grilles. Et la SFE aussi a fait d'autres outils de pré-diagnostic, etc. Normalement, on devrait chaque année, dans l'évaluation des risques, déterminer les secteurs où les risques de fraude, d'abus, de corruption, de gaspillage sont les plus importants. Et les mettre dans les plans des corps de contrôle, par exemple. Et les mettre dans les plans de management des risques, etc. C'est une obligation dans un système moderne, formalisé. Formalisé, qui respecte certaines règles. Et cela, il y a des chantiers. Donc, investiguer les fraudes, les abus, les gaspillages, la corruption, c'est une spécialité. Certifiée, c'est différent d'auditer, c'est différent d'évaluer aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des synergies entre les deux. Par exemple, si vous prenez la démarche COSO et des diagnostics des risques, vous pouvez l'utiliser, l'auditeur doit l'utiliser peut-être au moment de planifier sa mission. Et ça lui permettra de voir les risques de fraude, mais c'est peut-être pas souvent son rôle. Il y a un débat sur tout ça, d'aller jusqu'au bout. Mais il va informer ceux qui sont compétents pour faire des analyses. Parce que l'investigation de la fraude coûte trop cher en temps. Parce que la fraude, par définition, c'est une manipulation frauduleuse qui tend à cacher, les faits. C'est pas apparent, on peut pas savoir comme ça a priori. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des fraudes sont découvertes pas forcément par des investigations du corps de contrôle, souvent par des dénonciations. C'est pourquoi dans le système moderne, nous verrons tout à l'heure, il y a tout un système qu'il faut mettre en place et qui va faire que la détection soit facile. Donc c'est des choses qui manquent. Et tout de même, si c'est pas le rôle de l'auditeur, il peut utiliser ces grilles, avoir une idée, peut-être informer un département qui est chargé de faire des investigations, et donc par la démarche COSO, ACFE, etc. Et l'auditeur, dans beaucoup de législations, même dans les normes internationales, on lui dit que tu dois informer, il doit informer ceux qui sont compétents pour approfondir les fraudes. Donc, il faut faire évoluer le système. Investiguer les fraudes de la corruption requiert des marges de manœuvre. Ça demande du temps, de la patience et de plus en plus de la technologie. Et donc, cela n'est efficace que si l'environnement a été élevé, comme on dit aujourd'hui, atteint une certaine maturité. D'abord, il faut une gouvernance au sommet qui élève la voix, qui dit non, écoutez, c'est pas de la blague. On contrôle, zéro corruption, etc. Et il faut réprimer. Donc, il faut qu'au sommet, et la gouvernance, ou le management, top management, ou le conseil d'administration, des instances, c'est les comités d'audit, les comités des risques, et aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de pays, on essaie de mettre de l'ordre dans ça. Vous avez des comités d'harmonisation, de coordination de toutes ces interventions au sein du secteur public, etc.
Et il faut un environnement de contrôle, c'est un sujet très vaste, c'est-à-dire les problèmes d'éthique, de valeurs, d'intégrité, des systèmes de hotline, certains diront téléphone rouge, des systèmes de whistleblowing, c'est un peu les lanceurs d'alerte, et on peut aller plus loin que les lanceurs d'alerte, comme l'entendent les administrations latines, c'est beaucoup plus que ça, des systèmes de filature, et je parlerai pas de tout ce que la technologie permet de faire aujourd'hui en termes d'écoute, etc. Et l'environnement de contrôle aussi, au sens moderne du terme, on a inclus des préalables, comme l'engagement vers la compétence. Et le top management, la gouvernance au sommet qui doit donner de la voix, est-ce que eux-mêmes ils sont engagés envers la compétence? Est-ce qu'ils croient en l'expertise? Est-ce qu'ils ont incarné un leadership éthique? Est-ce qu'ils travaillent sur des résultats planifiés et évalués? Est-ce qu'ils ont défini des politiques et des stratégies de résilience à la fraude largement formalisées par les experts aujourd'hui? Non seulement largement formalisées, mais il faut faire en sorte que ça soit intériorisé par la société, par les entreprises, etc. Est-ce qu'on a tiré les leçons de toutes les opportunités qu'offre la technologie, la technique, certains outils? Est-ce qu'on a bâti un système national où il y a des chartes d'audit interne et de vérification et de codes de déontologie? Tout ça, ces deux éléments, par exemple, sont prescrits par les normes internationales. Ça doit exister à tous les niveaux. En premier, au niveau des corps de contrôle. Est-ce qu'ils ont des manuels pour mieux comprendre les modus operandi? Est-ce qu'on a modélisé la typologie des fraudes? Par exemple, est-ce qu'il y a des instruments de collecte, des systèmes d'incitation, de ça? Voilà, de certification. C'est des programmes qu'il faut mettre en place. Mais pour le moment, rien du tout. Et quand vous êtes dans un environnement comme ça, je donne un exemple. Si vous avez 100 000 fraudeurs ou plus, même 1 million, disons, une bonne partie va échapper aux investigations. Vous allez prendre quelques miettes. Les autres, ils ont compris, c'est toute la théorie sur la typologie des fraudeurs. On n'a pas le temps d'en parler. Par exemple, le triangle de la fraude, ce qu'on appelle les opportunités. Les fraudeurs savent que le système est défaillant, il y a des opportunités. L'un des produits payants, c'est des opportunités. Bon, évidemment, s'ils sont sans scrupules, ils en profitent. Donc, je rappelle, une approche intégrée, des audits, des investigations sur la fraude. Maintenant, une approche évaluation. On peut se dire, par exemple, pour les inondations, non, écoutez, bon, oui, auditer c'est bon, investiguer c'est bon, mais je crois que cette fois-ci, on ferait bien d'évaluer. Et comme on peut se dire aussi, peut-être, on va faire les trois. Et c'est qu'à un moment donné, les Canadiens, les Américains, on va pas les comprendre si audit intégré. C'est vrai que l'audit intégré, je sais pas, je pense que les gens ont tendance à l'abandonner. On fait des choses pointues sur un secteur, et on fait de l'audit, ou bien de l'évaluation, ou bien des investigations. Maintenant, les rapports de synthèse, peut-être qu'on peut voir comment, mettre tout cela. Mais l'évaluation, c'est une autre forme de voir les choses. Et on confond. Et par exemple, dans les inondations, on peut dire, bon, on va aller lutter, on va aller investiguer les fraudes. C'est une très bonne chose, c'est une chose à faire. Mais si on néglige l'évaluation, qui est une autre forme de réflexion, l'évaluation apporte une valeur ajoutée complémentaire. Et c'est une sorte d'interrogation, de réinterrogation, de réexamen. À un moment donné, on s'interroge sur la raison d'être des interventions publiques. Est-ce que cette histoire de fonds qu'on a mis en place là, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode, par exemple? Et est-ce que la manière dont on le fait, c'est la bonne manière de faire? Quelle est la raison d'être de ces fonds, etc. Et des autres structures ou institutions qui tournent autour. Le pourquoi, on interroge le pourquoi. On interroge les causes, la portée, les effets. La portée des échecs, des succès aussi. Parce qu'il faut tirer les leçons. On interroge les avantages, les rapports coûts-efficaces, les mérites. Et dans beaucoup de textes sur les évaluations des interventions publiques, certains disent des politiques publiques, vous verrez ce concept de mérite, d'une politique, d'un projet et d'une intervention
public. Mais je pense qu'il y a un premier problème. Notre secteur public n'est pas habitué à formaliser une théorie, un modèle de changement, ses propres. Nous sommes des juristes. Et ça fait depuis l'indépendance qu'on fait d'essayer de faire ces choses-là, mais en copiant les autres. Donc l'information est là, au lieu de réécrire tout ça. Et il faut que les autres viennent pour qu'on le fasse. Et donc, essayer d'élaborer nos propres modèles, inspirer des bonnes pratiques internes. Mais pour ça, il faut des structures de réflexion dynamiques. Et je pense que c'est le rôle du Cour de contrôle dans ce domaine-là aussi. Et si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, avec le General Account Office, aujourd'hui les inspections générales, moi je rentre souvent dans leur site là pour voir, mais chaque fois que je viens, ça a tellement changé. Je suis surpris par la vitesse à laquelle ces gens travaillent. Oh, s'il n'y a pas ça, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut dire ce qu'il veut. C'est pourquoi il y a un énorme gaspillage dans la consultance avec des termes d'inférence écrits par des gens qui ne savent même pas pourquoi ils écrivent ça. Et parce que c'est pas des spécialistes. On ne peut pas traiter une question qu'on ne maîtrise pas. Il y a l'autre aspect aussi. Les politiciens, c'est normal, c'est méfier de ça. Et je me rappelle quand on a commencé à parler d'évaluation de public en France, et il y a toute une littérature qu'on peut peut-être aujourd'hui retrouver encore sur Internet. Et quand on lit cette littérature, c'est la crainte envers l'évaluation des politiques publiques. Les politiciens, puis les durs, surtout ceux de l'ancienne génération. Pour moi, génération, c'est pas un problème d'âge. C'est un problème de mentalité, de pensée. Comme je dis à mes étudiants dans les séminaires consoles et partis, je leur dis, mais écoutez, il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Il y a des jeunes qui sont aussi vieux que les grands-pères, de par les idées, le comportement, leurs convictions, etc. Et les politiciens de l'ancienne génération pure et dure ont peut-être peur de l'évaluation. Qui souvent d'ailleurs, et cette génération confond l'évaluation avec des choses, toutes choses qu'elle n'est pas. Je voudrais signaler à cet égard la rareté des évaluations sommatives ou formatives. Elle n'existe presque jamais. Bon, tout au plus dans le secteur des projets de développement et financés par l'ACDI, l'UESA. En tout cas, moi, quand je vérifie ce genre de projet, je me dis que c'est toujours le cas. Et l'ACDI, l'USAID, l'Agence française de coopération, des structures comme ça qui mettent de l'argent là. Ils initient des évaluations. Et alors, c'est nous qui aurions dû initier ça. Et dans le secteur des projets de développement, bon, c'est un terme que par exemple, je trouve à la limite inapproprié. Parce que ces projets finalement ne constituent pas la totalité de la réalité administrative. Et il y a beaucoup d'autres objectifs de performance qui ne sont pas au sein des projets. Et si le système est bien organisé, on devrait avoir les mêmes objectifs de performance dans n'importe quel ministère, dans n'importe quel fonds, etc. Et donc, ces projets ne constituent pas à seuls les grandes mutations. J'ai publié en Angleterre, je crois, et quelque chose comme ça sur les boss, là, ce qu'on a recopié comme ça, les boss, etc. C'est des systèmes imparfaits. Je ne dirais pas inadaptés, mais ça traite une partie de la réalité. Or, nous devons avoir une approche globale, etc. Je ferai une vidéo sur ça le moment venu, sur la base de cette publication-là. Et bon, c'est vrai que, comme je le dis, dans ces projets, on a eu des évaluations ex ante, ex post, d'impact. Mais ce système n'est pas total, n'hérite pas la totalité du management public. On ne change pas les choses en changeant la périphérie, simplement la périphérie, en changeant ce qui est marginal à l'écart, comme l'espère le boss et consort. Si tu fais quelque chose pendant longtemps et que cela ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que là encore, disons quelques obstacles. On n'a pas formalisé un modèle de changement partagé. On n'a pas conçu nos propres modèles d'évaluation inspirés par les modes, normes et bonnes pratiques internes. Bon, si c'est comme ça, chacun peut faire ce qu'il veut. On ne change pas les choses en changeant simplement la périphérie, ce qui est marginal, ce qui est à l'écart, comme l'espère le boss. La cinquième question, une dimension du problème, après le fait d'avoir une architecture intégrée, audit, évaluation, investigation, après la nécessité de faire des audits très régulièrement à des dates très rapprochées, d'avoir un système d'investigation des fraudes avec modernisé avec tout ce que je viens de dire, de considérer l'évaluation comme quelque chose de normal.
et par là la nécessité d'interroger les mérites des projets et des dépenses, des fonds, etc. Et il y a le suivi-évaluation. Je trouve impardonnable de la part d'un dirigeant qu'on pose tardivement ce problème. Où sont les 750 milliards? Qu'est-ce qu'on a? On doit connaître cela en temps réel, en temps rapproché, et ça signifie qu'à tous les niveaux, nous avons besoin de systèmes de suivi-évaluation qui devraient permettre de connaître, de suivre la trace de cet argent et toute catégorie d'argent par des rapports publics, par des indicateurs de performance, par des audits de performance, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut être sceptique sur l'efficacité des corps de contrôle, parce que ça, il faut un grand corps de contrôle qui a les moyens de le faire. Contrôler tous les ministères, tous les projets, faire les différents types d'audits de performance, etc., d'audits financiers. Là, c'est les minimums qu'il faut faire chaque année. Et pour tout gestionnaire d'une certaine dimension, on doit faire des études, sans compter des évaluations annuelles sur des politiques publiques stratégiques, sans compter la nécessité d'assurer la permanence des investigations pour que les gens se disent, écoutez, ils sont pas loin, ces vérificateurs-là, on n'a qu'à faire attention, etc. Et donc voilà, ça pose un problème de moyens. Je suis sceptique avec les moyens mobilisés, le type d'organisation éclatée que nous avons, des corps de contrôle, que ça soit possible, j'en doute. Et donc, pour revenir sur la question 5, suivi, évaluation, devrait exister en temps réel et générer des données sur la performance, sur l'optimisation d'utilisation. Et bon, ici, je rentre pas sur les critères d'évaluation, il y en a peut-être une centaine, la pertinence, l'adéquation, etc. Et la transparence, la conformité, la liste est longue. Et peut-être je reviendrai sur ça, j'ai fait un travail très intéressant en 2015 ou 2014, je ne sais plus. Et donc, le management devrait produire ce genre de conclusions, partagées en temps réel, portées à l'attention du public, du président de la République, d'un premier ministre, d'une autorité quelconque, des corps de contrôle et des collaborateurs du président qui disent, mais écoutez, vos 750 milliards, ce 1er janvier, on en a fait ceci, voilà les indicateurs, une note d'une page, 2 pages, etc. D'ailleurs, si ce système n'existe pas, c'est aussi un problème pour les auditeurs et les évaluateurs. Parce que les indicateurs de performance, les rapports de performance, tout ça, ce sont des intrants à leurs travaux. Vous voulez faire de l'évaluation, mais vous n'avez pas des intrants comme ça. Vous êtes obligé de perdre des mois peut-être à essayer de les reconstruire. Dans un système où il n'existe pas. Donc, on peut douter peut-être de la fiabilité et de la faisabilité de ces choses-là. Et donc, pour les évaluateurs, pour les auditeurs, ça va être un problème s'il y a des lacunes de ce genre. Et pour documenter l'étape de la planification de leur mission, par exemple, dans les cas de missions d'audit de performance ou d'évaluation des performances, c'est pas forcément la même, mais nous n'avons pas le temps de rentrer ici sur les nuances. C'est un problème pour les leaders et les managers, et pour piloter la performance et la transformation, si ces systèmes font défaut. Donc, nous avons une sorte de lacune systémique et qu'il faut lever. Et qu'il faut lever, et il faut un leadership et politique, éthique pour cela. Et donc, la question revient toujours au point 6. Vous avez beau tourner en rond, tôt ou tard, vous arrivez à ça. En réalité, il faut tout un leadership, toute une transformation. Il faut les hommes qu'il faut à la place, il faut qu'ils comprennent ces choses-là, qui sont capables, qui en ont l'expérience aussi, et qui en ont... Ça ne rentre pas comme ça dans la tête des gens de façon ex nihilo, etc. Donc, il faut construire tout ça. Et il faut toujours se demander qui sont les gens capables de construire ça. Je reviens sur ça, je l'ai dit dans les vidéos antérieures, je continue à le répéter. Et donc, si on n'a pas ça, le système est insuffisant pour gérer un État, pour gérer sa transformation. Évidemment, ça suppose plus de moyens, plus de ressources, plus d'expertise, moins de dispersion, plus de concentration, etc. Ça suppose aussi un système global de méritocratie, d'amélioration de la qualité des performances, de prévention, de détection, d'utilisation, de recouvrement, d'examen, de réexamen du mérite, du bien fondé, de la signification. Il faut que les choses aient un sens. Le rôle du leader, c'est de donner un sens
Le rôle de leader, c'est donc la signification qu'on dit beaucoup de coachs, tuteurs, etc. aujourd'hui. Voilà donc de grands chantiers. Des choses que des techniciens et des conseillers bien informés et courageux devaient dire aux politiques. Une bonne question, à qui la faute si ça ne marche pas? Je m'appelle Abdou Kaïbé, je suis un coach conférencier, formateur certifié, consultant international. J'ai été directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, inspecteur général d'État à la retraite. J'écris beaucoup sur ces choses-là. Bon, je pense que certains me voient, je crois, à travers le net et sur mes sites web et consorts. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, de grâce, joignez ma chaîne YouTube et mes autres chaînes et sur lesquelles vous avez peut-être vu cette vidéo. Et s'il s'agit de ma chaîne vidéo, de mes chaînes vidéo, effectivement, cliquez sur la petite cloche ou sur tout autre bouton qui vous permettra de me rejoindre et de participer à ces grands chantiers de transformation. Je suis à votre disposition. Merci. J'espère que cette vidéo a été intéressante et utile. À bientôt. Au revoir.